Économie, défense, géopolitique, longtemps regardée avec dédain, la Pologne est aujourd'hui devenue un acteur incontournable en Europe. Et alors que certains pays leaders, comme l'Allemagne ou la France, semblent décliner, les Polonais comptent bien tirer parti de la situation. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez L'Europe à l'heure polonaise, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 4, Varsovie peut-elle devenir un leader ? Je vais commencer ce dernier épisode par vous parler non pas d'un Polonais, mais d'un Allemand. Ne vous inquiétez pas, il y a un lien avec notre sujet de la semaine. Il y a quelques jours donc, le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, a été élu par les députés du Bundestag. Un vote très certainement regardé de près par Emmanuel Macron, car la relation avec son prédécesseur, Olaf Scholz, n'a jamais pris. Le président espère alors avoir trouvé un nouvel allié outre-Rhin afin de relancer le moteur franco-allemand. Rien d'étonnant donc à voir Friedrich Merz sur le perron de l'Élysée le lendemain de son élection pour son premier déplacement à l'étranger. C'est un classique pour un nouveau chancelier. Mais il est intéressant de regarder le reste de son agenda ce jour-là. Après Paris dans la matinée, il était le soir même à Varsovie. Il y a un très grand potentiel dans le partenariat étroit entre la Pologne et l'Allemagne. Ce sont deux grands pays membres de l'Union européenne. La Pologne est notre grand voisin à l'Est. C'est pourquoi nous avons conclu un accord pour approfondir et développer cette coopération entre nous au cours des prochaines années. Se rendre rapidement en Pologne, c'est aussi le choix qu'avait fait par exemple David Lammy en juillet dernier, alors fraîchement nommé ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni. Ces exemples en disent long sur le poids nouveau de Varsovie aujourd'hui, mais peut-on vraiment dire que le centre de gravité de l'Europe se déplace vers la Pologne ? La réponse dans cet épisode. Pour ce dernier épisode, j'ai préparé mon ordinateur car nous allons contacter Isabelle Horry, la correspondante de l'Express à Bruxelles. Je vois qu'elle est justement connectée. Elle suit tout ce qu'il se passe dans les couloirs des institutions européennes et en ce moment, il y est souvent question de la Pologne. Bonjour Isabelle. Bonjour Charlotte. Quand on a échangé il y a quelques jours, tu m'as dit Isabelle que nous étions dans un véritable moment polonais en Europe. Qu'est-ce que tu entends par là ? Alors tout simplement, déjà, la Pologne occupe jusqu'à fin juin la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. C'est un moment qui contribue à mettre un pays sous les projecteurs. Le deuxième élément, c'est Donald Tusk, l'actuel Premier ministre. Alors, il est revenu au pouvoir il y a 1 an et demi et il l'a fait en battant le PiS, le Parti Droit et Justice, qui était en conflit ouvert avec les institutions européennes sur certains points fondamentaux de l'état de droit. De quoi lui donner une belle aura, et d'autant plus que, cerise sur le gâteau, ce libéral conservateur avait déjà des états de service européens impeccables, vu qu'il a présidé le Conseil européen, l'institution qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, entre 2014 et 2019. Du coup, tout ce que connaissaient déjà certains dirigeants, comme Emmanuel Macron, par exemple. Et puis, il faut aussi avoir en tête qu'il appartient à la plus grande famille politique européenne, le Parti populaire européen, comme Ursula von der Leyen ou comme Friedrich Merz. Et enfin, il a choisi de placer son bras droit, Piotr Serafin, à la Commission européenne. Serafin est en charge du budget, ce qui est un poste stratégique. Et comment Donald Tusk est-il perçu par ses homologues européens ? Il est écouté, il est traité avec égard pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Alors, un exemple, c'était frappant. Dès les premiers jours de son mandat, la Commission européenne a autorisé le versement de fonds européens qu'elle ne débloquait pas pour l'ancien gouvernement. Il a suffi que tout ce que présente une feuille de route, pas que son gouvernement adopte vraiment des lois. Et ça, par exemple, ça a fait tiquer la Hongrie qui, elle, attend toujours des milliards d'euros retenus par Bruxelles. On l'a dit en introduction, ces dernières années, l'axe franco-allemand a été fragilisé. J'imagine que c'est un avantage pour la Pologne. Je dirais pas que c'est un avantage, parce que c'est quand même, faut l'avoir en tête, un problème pour toute l'Europe, y compris donc pour la Pologne, quand le moteur franco-allemand a dératé. Mais ces difficultés du moteur franco-allemand, ça aide au rééquilibrage et ça donne de la visibilité à la Pologne. Alors pendant les années où le PiS était au pouvoir, elle ne jouait pas un rôle à la hauteur de son poids démographique et politique. Aujourd'hui, elle peut davantage s'affirmer dans le concert des grands.
elle fait envie. Alors que si on regarde la France, avec sa situation budgétaire difficile, les récentes élections européennes et législatives qui ont créé de l'incertitude, c'est moins le cas. Puis du côté de l'Allemagne, qui portait l'Europe économiquement, on constate aussi un ralentissement. Et donc, il faut revoir un peu tout le modèle. Aujourd'hui, France et Allemagne sont toujours indispensables. Mais ces deux pays ne suffisent plus à entraîner toute l'Europe. Et pourquoi certains pays écoutent moins la France et l'Allemagne ? En partie parce que ce sont deux pays d'Europe de l'Ouest et que l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est prend une place de plus en plus importante sur la scène européenne, notamment depuis la guerre en Ukraine. Alors ces pays, je pense notamment à la Pologne et aux 3 États baltes, ont eu raison avant tout le monde sur Vladimir Poutine. Ils ont alerté en vain. Mais aujourd'hui, ça signifie tout de même que leur voix est davantage écoutée, d'autant plus que cette région est dynamique économiquement. Mais Isabelle, est-ce que ce n'est pas plutôt l'Italie qui peut venir contester le leadership franco-allemand ? C'est vrai que Giorgia Meloni est respectée, écoutée, mais la première ministre italienne n'a pas un agenda pro-européen. Elle cherche pas à entraîner les autres derrière elle. Elle prend pas de grandes initiatives. Certes, elle mène le groupe des conservateurs et réformistes européens au Parlement. Ils sont arrivés en 3e position lors des élections en juin dernier. Mais ce parti n'occupe aucun des postes de direction des institutions européennes. Et donc, Meloni n'a pas le même réseau d'alliances que Tusk. Et aussi, il faut pas l'oublier, elle est en retrait sur les questions de défense qui sont très importantes actuellement. Et en effet, on l'a dit dans le précédent épisode de cette série, la Pologne, elle, est très volontariste sur le plan militaire. Exactement, et ça joue aussi pour prendre en considération son poids dans l'Europe d'aujourd'hui. Regardez qui est allé à Kiev samedi 10 mai pour promouvoir l'idée d'un cessez-le-feu de 30 jours. Il y avait Emmanuel Macron, le chancelier allemand Merz, le premier ministre britannique Keir Starmer et enfin Donald Tusk. Très intéressant ce nouveau format, on pourrait l'appeler celui des puissances militaires de l'Europe. Et souvenez-vous, quand Emmanuel Macron est allé en Ukraine pour la première fois, en juin 2022, là c'était avec le chancelier Scholz et l'italien Mario Draghi. Alors on voit que les lignes bougent. Il faut dire que la Pologne consacre plus de 4% de son PIB à la défense. Elle construit des tranchées, une ligne de défense pour le reste de l'Europe à ses frontières. Et donc pour ce qui est des affaires, j'ai envie de dire géopolitiques et stratégiques, elle est désormais un acteur sur lequel il faut compter. La Pologne peut donc surfer sur une vague qui lui est très favorable, d'autant qu'elle prépare le terrain et ses alliances depuis longtemps. Alors, tu évoques les alliances. Charlotte, est-ce que tu connais le triangle de Weimar ? Alors, je dois avouer que non. C'est une coopération entre la France, l'Allemagne et la Pologne qui date de 1991. C'est pas un accord, on parle plutôt d'un dialogue informel, mais c'est un instrument important de discussion et il a été réactivé ces derniers mois. Des alliances comme celle-ci, la Pologne en a beaucoup en Europe. Elle sait en jouer. On a vu aussi qu'elle a encore resserré ses liens avec la France via la signature du traité de Nancy le 9 mai dernier. Tu as d'autres exemples d'alliances qu'a noué la Pologne ces dernières années ? Alors, un autre triangle, par exemple, le triangle de Lublin. Alors ça, c'est une plateforme tripartite de coopération entre la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine. Son objectif, c'est de soutenir l'Ukraine dans son intégration à l'Union européenne et à l'OTAN. Cette plateforme date de 2020. Alors, la symbolique est forte. C'est dans ce cadre que depuis le 24 février 2022 et l'invasion russe de l'Ukraine, la Pologne annonce régulièrement l'envoi de matériel et plaide pour le respect de l'Ukraine dans les futures négociations de paix. On peut aussi ajouter le groupe de Visegrad qui réunit, lui, Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie. Ça, c'est plutôt une alliance régionale de coopération économique et politique. Par le passé, elle a beaucoup permis à la Pologne de défendre ses intérêts et ceux de ses voisins dans des domaines tels que la sécurité, l'énergie, l'immigration. Mais depuis quelques années, ce groupe fonctionne quand même mal en raison des dérives de la Hongrie et de la Slovaquie. Puis enfin, il y a un autre exemple, c'est l'initiative des 3 mers. Alors, comme il est question de la Pologne, j'imagine qu'une de ces 3 mers, c'est la Baltique. Oui, et les 2 autres, ce sont l'Adriatique et la mer Noire. C'est un forum qui regroupe 13 pays d'Europe centrale et orientale, tous dans cette région et tous membres de l'Union européenne. Le 10e sommet a eu lieu au mois d'avril en présence du secrétaire américain à l'énergie. Les alliances de la Pologne avec nombre de pays d'Europe, c'est un premier atout pour peser sur le continent.
On l'a largement expliqué dans les épisodes précédents, la bonne santé de l'économie polonaise ainsi que ses investissements dans la défense, ce sont autant d'arguments en faveur d'une influence croissante de la Pologne. Oui, parce que comme beaucoup de pays de l'Est de l'Europe, la Pologne s'enrichit et forcément ça aide à peser. Donc, je rappelle rapidement, elle a une industrie qui se porte bien, elle a un taux de chômage faible et un coût et une qualification de la main-d'œuvre qui attire. Isabelle, comment est perçue l'Europe, l'Union européenne, par les Polonais ? Alors, ils sont plutôt europhiles. Ils savent ce qu'ils doivent à l'Europe grâce au fonds de la cohésion. Au moment de leur adhésion à l'Union européenne en 2004, plus des 3/4 des Polonais avaient voté oui. En 2021, quand le tribunal constitutionnel, la plus haute juridiction de Pologne, sous l'influence du PiS, avait affirmé la primauté du droit polonais sur celui de l'UE, il y avait eu des milliers de manifestations avec des drapeaux européens. Enfin, lors du dernier grand sondage Eurobaromètre cette année, 84% des Polonais interrogés estimaient que l'appartenance à l'Union européenne avait été bénéfique pour leur pays. Alors c'était en hausse et c'était 10 points de plus que la moyenne européenne. Et est-ce que les résultats aux élections européennes du printemps dernier vont dans ce sens ? Alors aux élections européennes de 2024, les pro-européens ont gagné. Sur les 53 eurodéputés polonais, 23 sont membres du Parti populaire européen, la droite pro-européenne donc. 20 membres du Parti droit et justice, eux, sont ainsi sur les bancs de l'ECR, le Parti conservateur et réformiste européen. Alors la participation reste quand même assez basse en Pologne, même si elle augmente, c'était 24% en 2014 et presque 41% en 2024. Un pays qui semble donc prêt à voir l'attention européenne se tourner vers Varsovie, mais il reste quand même du chemin à accomplir pour devenir un leader en Europe. La Pologne ne mettra pas en œuvre le pacte sur les migrations d'une manière qui se traduirait par des quotas supplémentaires de migrants en Pologne. Le Premier ministre polonais qui, devant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'oppose à un texte de l'UE, c'est une image très forte, Isabelle. Oui, alors pour rappel, le pacte Asile et Migration, c'est un ensemble de textes adoptés en mai 2024 qui introduisent notamment des mécanismes de solidarité entre États membres en cas d'arrivée massive, en raison de l'accueil important de réfugiés ukrainiens et surtout face à ce que la Pologne dénonce comme une utilisation des migrants par son voisin biélorusse. Varsovie a décidé de dire non en octobre dernier. Tusk s'est prononcé en faveur d'une régulation précise des flux migratoires, une approche sélective en fonction des besoins du marché du travail et aussi pour des restrictions dans la distribution des visas étudiants et dans l'accès à la nationalité. Et comment tout ça a été reçu par les institutions européennes ? Eh bien, étonnamment, la Commission européenne laisse faire. Elle autorise la Pologne à suspendre le droit d'asile en cas, je cite, d'instrumentalisation des migrants. Selon les observateurs, Bruxelles est très indulgente avec Varsovie dans l'attente de l'élection présidentielle. L'immigration est un sujet très sensible, en Pologne aussi. Il s'agit donc de ne pas mettre des bâtons dans les roues de la coalition au pouvoir pour permettre aux candidats pro-européens de l'emporter début juin lors du second tour. L'immigration, est-ce que c'est le seul sujet sur lequel la Pologne est en désaccord avec l'Union européenne ? Non, sur le gros dossier de l'environnement, du climat, la Pologne fait aussi entendre des divergences. Elle dépend encore beaucoup des combustibles fossiles, notamment du charbon. Varsovie va devoir s'adapter dans le contexte du Green Deal, du pacte vert européen. Et la Pologne a même déposé des recours devant la justice contre ce pacte. Sur la défense, on sent que la Pologne hésite encore. Les Polonais, ils sont encore très atlantistes parmi les derniers. Alors, dans le traité de Nancy qui a été signé avec la France, il y a cette idée de bénéficier du parapluie nucléaire français. Mais les Polonais espèrent encore le soutien américain. Ils n'ont pas encore totalement choisi leur camp. Et la Pologne, malgré son soutien à l'Ukraine, elle est aussi contre l'envoi de troupes, de soldats pour garantir la paix dans ce pays, avant tout pour des raisons historiques. Et en quoi ces sujets, ils sont révélateurs ? En fait, ça montre que la Pologne a encore du mal à dépasser ses intérêts nationaux. Or, pour être un pays leader dans l'Union européenne, il faut parfois faire ça. Il faut savoir faire des compromis. On voit pas tellement ça d'ailleurs depuis le début de sa présidence du Conseil en janvier. La Pologne montre pas de manière très visible qu'elle pèse pour le collectif. Si on prend l'Allemagne et la France, parfois elles font des choix qui sont pas motivés uniquement par leur propre intérêt, mais qui sont pensés, réfléchis pour l'ensemble de l'Europe. Alors avec la présidence du Conseil ce semestre, les Polonais pourraient en profiter. Finalement, on n'a pas le sentiment qu'il se produit quelque chose de magistral.
il faut aussi dire que c'est que le début de la législature européenne, donc il y a moins de travail de compromis à faire sur des textes législatifs en ce moment. Isabelle, tu l'as dit, tout cela se produit dans un contexte d'élection présidentielle. Est-ce que ça peut être une explication de l'attitude de la Pologne ? Oui, les dirigeants polonais ont leur attention qui est vraiment tournée vers la scène politique intérieure. C'est vraiment important. Par exemple, la Pologne est vent debout contre l'accord qui permet de laisser entrer dans l'Union européenne les céréales ukrainiennes sans droit de douane. Ça fait de la concurrence à ses propres agriculteurs. Cet accord va expirer, la Commission ne dit rien parce que voilà, le vote des agriculteurs polonais, il est important dans le prochain scrutin. Et est-ce qu'une fois ces élections passées, ça pourrait changer ? C'est vrai que les dirigeants assurent que tout ce qu'ils font vise avant tout à contrer le PiS, mais est-ce que si le candidat de la coalition devient président, est-ce qu'il y aura une accélération des réformes dans le sens souhaité par l'Europe ? On ne sait pas, en fait. On va regarder ça de près. On peut noter qu'il y a des ministres très pro-européens, comme le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice. Mais on va guetter avec attention ce qui se passera sur l'immigration ou les droits des femmes, par exemple. En fait, ce que certains diplomates disent, c'est que peut-être qu'on attend trop de la Pologne, et du coup, tout ce qui est parfois décrit comme un sauveur de l'Europe, alors que la réalité, elle est plus complexe et plus nuancée. Le centre de gravité européen ne va donc pas tout de suite se déporter vers Varsovie. Merci beaucoup Isabelle pour tes explications. À bientôt. Pour suivre les résultats et les analyses de l'élection présidentielle polonaise, ça se passe sur notre site l'express.fr. Chers auditeurs, le premier mois d'abonnement est en ce moment au prix d'€1 et je vous donne rendez-vous demain pour décrypter une actualité de la semaine. L'Europe à l'heure polonaise est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros avec Emeline Dulliot.